Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, pas d'épisode, je suis désolée. Va falloir patienter encore un peu, mais il y a eu du nouveau dans des affaires traitées sur la chaîne et il me paraissait urgent de vous faire un petit topo de ces avancées. Donc, on va parler des enfants disparus de l'Isère, d'Alyssa Turney et puis surtout de la disparition de Delphine Jubilard, ou devrais-je dire Delphine Ossagel, avec des études de téléphonie qui ont permis de localiser une nouvelle potentielle zone de recherche. On va voir que cette zone est en fait connue depuis des années. Bref, j'ai hâte de vous raconter ça, mais commençons par les nouvelles dans l'affaire des enfants disparus de l'Isère. J'en avais déjà un peu parlé parce qu'au moment où l'épisode est sorti, il y a eu une arrestation, le 3 décembre 2024, celle de Mohamed Chabar, la petite soixantaine, dans le quartier des Grésy à Dijon, où il vivait depuis 2007. On a identifié son ADN sur des scellés conservés dans 2 cold cases. La première affaire date de 1988. C'est le meurtre de Nathalie Boyer, 15 ans, retrouvée à côté d'une voie ferrée près d'une zone boisée à Saint-Quentin-Fallavier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais elle était partie se promener après le repas. Peut-être qu'on l'avait vue à côté d'un arrêt de bus. La deuxième affaire, c'est celle du meurtre par balle de Leila Afif, près de la Verpillière, donc c'est vraiment à côté de Saint-Quentin-Fallavier. En 2000, la pauvre mère de famille célibataire allait inscrire son fils au collège. Elle aussi a été vue à un arrêt de bus. Mohamed Chabar connaissait la famille Boyer et c'était le mari d'une amie de Leila Afif. À l'époque de son meurtre, il conduisait une Citroën BX blanche aperçue sur les lieux. En 2004, il a été condamné à 3 ans de prison ferme pour atteinte sexuelle sur sa fille, des faits de pédocriminalité incestueux qui ont duré 10 ans et qui ont commencé quand elle avait 6 ans. 3 ans de prison seulement pour ça. La justice est loin de protéger les enfants. On sait qu'avant son arrestation, les femmes de son quartier s'inquiétaient de le voir rester assis durant des heures derrière le volant de sa fourgonnette devant la laverie du coin. Dans l'émission 7 à 8, sortie en mars dernier, une habitante raconte: je le croisais pratiquement tous les soirs quand je rentrais du travail. Il était toujours très bien apprêté, avec ses chaussures en daim italiennes et ses petites jeans, mais il ne souriait jamais. Il fixait avec ses grands yeux, avec son grand front et ses 3 petits cheveux sur l'arrière. Pour moi, c'était un pervers, un petit vieux qui bave quand il voit des jeunes filles. Moi, il me regardait bien fixement, de haut en bas, surtout vers mes jambes. Quand je le voyais, je ne le regardais même plus parce que j'avais peur de finir par l'insulter. C'était vraiment relou à chaque fois d'être reluqué comme ça, sans savoir pourquoi. Une autre détail, il avait un profil à guetter les femmes. Je l'avais signalé à la police qui m'a finalement dit que non, il ne faisait rien de mal. Un jour, il m'a dit: non, n'aie crainte, moi je discute beaucoup avec les femmes, j'aime bien. Je sais que parfois, il proposait aux femmes qu'il voyait chargées de les ramener. Moi, il m'abordait quand je me retrouvais seule à l'arrêt de bus. Mais je trouvais toujours une excuse pour qu'il parte, en regardant quand même après pour savoir s'il ne me suivait pas. Alors forcément, le fait qu'il ait abordé cette femme à un arrêt de bus, vu que Nathalie Boyer et Leila Afif ont été vues près d'un arrêt de bus avant d'être tuées, ça interpelle. Enfin, Dounia, la fille de Leila Afif, déclare: quand la juge m'a montré sa photo, je lui ai immédiatement répondu que dans toute ma vie, c'est le seul homme qui m'a fait peur. Il nous suivait dans la rue, faisait des demi-tours. Enfin, il n'était pas rassurant, il avait un regard noir. Bon, si vous avez écouté l'épisode, vous savez que les victimes auxquelles on s'est intéressé, les victimes identifiées, disparues, violées et ou tuées ces années-là en Isère, sont des enfants. Donc, aurait-il pu s'en prendre à des enfants? Comme il a été condamné pour des atteintes sexuelles sur sa propre fille, je ne risque pas grand-chose à parier que oui. D'ailleurs, on sait qu'il connaissait le père de la petite Sharazed, Benvenu. Il y a donc 2 questions. 1. Pourra-t-il être jugé pour les meurtres de Nathalie Boyer et Leila Afif? Et 2. Les enquêteurs trouveront-ils des éléments qui le lient aux enfants disparus de l'Isère? Au moins à certains d'entre eux?
Répétons leurs noms encore une fois pour qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli. Fabrice Ladoux, Grégory Dubrul, Sharazed Bendouillou, Ludovic Janvier, Philippe Pignot, Léo Ballet et Anissa Wadi. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'Alyssa Turney, cette adolescente disparue de Phoenix en 2001 à l'âge de 17 ans. D'après son beau-père Michael, elle aurait fugué. Mais on soupçonne le pire. Je vous invite à aller écouter l'épisode, comme c'est assez frais, je vais passer directement aux nouvelles. Vous vous souvenez, après avoir fait des recherches sur l'affaire, j'avais prévenu Sarah, la sœur d'Alyssa, d'un squelette retrouvé à Desert Center, en Californie, à 3 heures de route de Phoenix. Desert Center avait été mentionné par Michael Turney dans un espèce de délire complotiste. Bref, ça faisait du sens. Eh bien, on a des nouvelles. Enfin, des nouvelles. Disons qu'on a des infos assez frustrantes. 2 jours après mon message, Sarah a commencé à poster des vidéos. Pour protéger l'enquête, on ne sait pas exactement où a été retrouvé le squelette. Je ne sais pas du coup si c'est dû à mon message ou si c'est complètement autre chose, une autre Jane Doe. Mais en tout cas, les enquêteurs ont pensé que c'était une bonne piste et ont dit à Sarah qu'ils allaient l'explorer. La pauvre vient de poster une nouvelle vidéo pour annoncer qu'elle a reçu, écoutez bien ça, un email du nouvel enquêteur sur l'affaire qui lui a dit que les résultats ne sont pas concluants, inconclusifs. Donc on ne sait toujours pas si c'est Alyssa ou pas. En fait, ils ont fait une comparaison dentaire qui n'a rien donné. Du coup, forcément, Sarah, elle s'attendait à ce que l'étape suivante, ce soit l'ADN. Surtout qu'on peut en extraire plus facilement quand on a des dents que quand on n'a que des os. Mais le détective a conclu son email, déjà qu'il ne l'ait pas appelé pour la prévenir, bref, il a conclu son email par «Espérons que nous aurons de nouvelles pistes». Donc Sarah, elle interprète ça évidemment par une fin de non-recevoir pour l'analyse ADN. Je pense qu'elle va se battre, mais pour le moment, elle a l'air abattue et je la comprends. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller mettre des petits mots de soutien sur sa page Instagram que je vous mets en commentaire et dans tous les cas, je vous tiens informé bien sûr. Pour finir, revenons sur la nouvelle choc de la semaine. Dans le mois précédent la disparition de Delphine Ossagel, le téléphone portable de Cédric Jubilard a borné plus de 17 fois dans un bois à 25 km de la maison familiale. Delphine, 33 ans, a disparu du village de Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre, juste avant les fêtes de fin d'année qu'elle était en train de préparer pour ses 2 enfants. Elle était en pleine séparation, avait un nouvel amant avec qui elle voulait refaire sa vie. Bref, cette fois, elle était décidée à quitter cet homme qui l'empêchait d'avancer par son comportement adolescent. Cédric Jubilard est en prison en attendant son procès aux assises qui débutera en septembre prochain, dans 4 mois. Ce sera évidemment le procès le plus suivi de l'année puisqu'on n'a pas eu de féminicide qui ait autant marqué les esprits depuis le meurtre d'Alexia, épouse d'Aval. Même si les avocats des parties civiles sont convaincus qu'ils peuvent obtenir une condamnation du seul suspect, Cédric Jubilard, ce que tout le monde souhaite, sauf lui probablement, c'est que l'on retrouve le corps de Delphine. Et les révélations de cette semaine redonnent un peu d'espoir. En fait, ce ne sont pas des révélations pour les enquêteurs qui ont découvert ce bornage pour la première fois, tenez-vous bien, en 2021. Ils s'étaient rendus compte que le portable de Cédric avait borné dans un bois de la commune de Mirandol-Bournounac dans la nuit du 15 au 16 décembre, alors qu'il avait éteint son portable, contrairement à son habitude. D'après ce que j'ai compris, à ce moment-là, il n'était pas sûr qu'il s'agisse d'un vrai bornage parce qu'il n'avait pas sa source. Si vous êtes expert, dites-moi, mais je suppose que ça signifie qu'il ne savait pas de quelle application ça venait. Pourtant, le portable de Cédric Jubilard avait borné là-bas pas moins de 17 fois, jusqu'à 40 fois d'après certaines sources, du 15 novembre au 15 décembre, c'est-à-dire dans le mois précédant la disparition de Delphine. Et chose étrange, il n'a plus jamais borné là-bas depuis. Vous pensez probablement la même chose que moi, on ne repère pas un endroit dans les bois sans raison, ça fait fortement penser à de la préméditation. Il y a quand même un gendarme de la section de recherche de Toulouse qui a été envoyé sur place à l'époque. Il est resté 30 minutes à tout casser, d'après l'avocate des parties civiles qui demande de nouvelles fouilles. Mais il aurait estimé que le chemin, il n'était pas goudronné et il était trop cabossé pour que Cédric puisse conduire jusque là-bas et traîner un corps.
Je suppose que le point GPS précis est au milieu des bois. Sauf que, attendez, l'avocate des parties civiles a mené sa propre enquête et a découvert qu'il y a un autre chemin par lequel on peut accéder au point GPS et que près de ce chemin, il y a un endroit en lien avec le BTP. Sachant que Cédric était plaquiste, est-ce que ça ne pourrait pas être comme ça qu'il a découvert cet endroit? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Cédric avait dit à un co-détenu: «Je l'ai enterré dans un endroit qui a brûlé». Et bien l'avocate a découvert qu'effectivement, plusieurs hectares ont brûlé à cet endroit. Sur Google Earth, en effet, désolée pour l'accent, on peut identifier des zones boisées qui se remettent progressivement d'un incendie et en fouillant un peu dans les archives, on en retrouve la trace dans les médias. 10 hectares brûlés en juillet 2019. L'avocate des amis de Delphine, avec le soutien de l'avocat de son oncle et de sa tante, a demandé à la juge d'instruction d'ordonner de nouvelles fouilles dans ce bois de Mirandole pour Nounac. J'espère que ça va être accepté. Je pense que pour des raisons de crédibilité de la justice, il n'y a pas le choix. Et surtout, j'espère qu'on va enfin retrouver Delphine Jubilard. Voilà, donc c'était assez court, mais il fallait absolument que je vous fasse un petit topo là-dessus. J'avais pas envie d'attendre le prochain épisode pour mettre ça en intro. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt, cette fois pour un nouvel épisode du podcast Disparu.